Bonjour, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine encore, je vous emmène faire le tour du bassin méditerranéen. Nous ferons bien évidemment le point sur l'actualité, mais pas seulement, vous verrez. Nous goûterons notamment un fromage typiquement méditerranéen, la mozzarella. Son succès est tel qu'il intéresse de près la mafia italienne. Reportage étonnant dans ce magazine. Puisque nous sommes en Italie, nous passerons un week-end à Venise. Chaque année, plus de 2 millions de Français viennent visiter la cité des Doges. Ambiance dans la Sérénissime dans un instant. Enfin, nous rejoindrons la Corse pour rencontrer une série d'artistes aux talents multiples et des portraits à ne pas manquer. Mais auparavant, revenons sur la situation des Syriens. 2 500 000 d'entre eux ont dû s'exiler pour fuir leur pays dévasté par une guerre qui n'en finit pas. Ils sont en passe de devenir les réfugiés les plus nombreux dans le monde selon le Haut Commissariat de l'ONU. Des hommes, des femmes et des enfants qu'il faut soigner. Et des spécialistes français se portent volontaires à l'image de cette jeune sage-femme qui a passé il y a 1 an, 3 semaines en mission d'urgence humanitaire auprès des réfugiés syriennes. Elle en est revenue profondément marquée. Son témoignage. Pleine forme. Depuis son petit cabinet de la Tour du Pin, la frontière syrienne lui paraît bien loin aujourd'hui. Camille Fleur Hébert-Bérard n'a pourtant rien oublié de son expérience, sa première mission humanitaire en tant que sage-femme il y a 1 an. Pour moi, c'était important de faire partie de ce moment-là. J'avais l'impression que c'était un moment historique qui était en train de se passer. Il y avait le printemps arabe, il y avait un soulèvement hyper fort. Et voilà, j'avais envie de faire partie de ce qui était en train de se passer en donnant de mon aide, en fait. Donc, on a pris la décision, puis 3 jours après, j'étais partie. Départ pour Zaatari, au cœur du désert jordanien. 2 sages-femmes, 2 gynécologues, 2 interprètes. L'équipe de Gynécologie sans frontières s'installe dans ce camp où affluent les réfugiés syriens, des femmes en majorité. Consultation suivie de grossesse, accouchement, tout se passe sous cette tente, dans des conditions sommaires. Camille Fleur découvre le rythme du bénévolat humanitaire, ne pas compter ses heures pour accompagner les patientes. Des femmes sur le point de donner la vie, souvent seules et déracinées. On est dans le paradoxe. C'est une grande joie. Mais là, n'ayant pas toujours des nouvelles de leur conjoint ou ayant perdu leur conjoint et ayant fui aussi pour ça, c'était aussi une très grande tristesse pour elles de vivre ce moment-là avec nous. C'était difficile des fois. De sa mission de 3 semaines, Camille Fleur retiendra beaucoup. 46 accouchements, 500 consultations et le sentiment d'être utile à ces femmes en détresse. Depuis son retour en France, la situation s'est dégradée à Zaatari. 45 000 réfugiés à l'époque, 130 000 aujourd'hui. Pour la jeune sage-femme, impossible de rester indifférente au sort de la population syrienne. Nous, c'est loin. La dernière fois qu'on a été un pays en guerre, c'est extrêmement loin. On n'a pas connu ça. Mais moi, je me dis, si ça nous arrivait en pleine rue, comme ça, d'un coup, se prendre des bombes, une boulangerie ou n'importe où. Enfin, c'est... Mais voilà, je trouve que ça a été une expérience vraiment enrichissante. Mais c'est sûr que j'aurais aimé... Je me disais que ça allait déjà être réglé, que le conflit, on allait peut-être intervenir ou qu'il y aurait quelque chose. Malheureusement, c'est compliqué, c'est toujours pas le cas. Depuis, Gynécologie sans frontières a plié bagages en Jordanie, situation trop risquée. Mais si ce n'est pas auprès de réfugiés syriennes, Camille Fleur a bien l'intention de repartir, aider au mieux les enfants à venir au monde. Rappelons que le conflit syrien qui va entrer dans sa 4e année a fait plus de 140 000 morts. À retenir également dans l'actualité du bassin méditerranéen, l'arrivée jeudi du capitaine Schettino sur le port de Giglio en Italie pour assister à une 2e visite d'experts sur le navire. Cet homme est jugé comme le principal responsable de la tragédie du naufrage du Costa Concordia il y a 2 ans, un drame qui a fait 32 morts. Francesco Schettino est poursuivi pour homicide multiple par imprudence, abandon de navire et dégâts causés à l'environnement. En bref, toujours, en Égypte, le Premier ministre désigné Ibrahim Malab planchait cette semaine sur la formation d'un gouvernement chargé d'organiser la présidentielle. Le véritable homme fort du pays, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi, sera vraisemblablement candidat à ces élections. Le gouvernement aura la lourde tâche de redresser l'Égypte plongée dans une grave crise économique, sociale et sécuritaire. Tout autre sujet en France avec le salon de l'agriculture. 4000 animaux sont réunis depuis une semaine au parc des expositions à Paris. L'occasion de découvrir les coulisses d'une ferme, mais aussi de s'intéresser à l'agriculture des pays du bassin méditerranéen. Une agriculture mise en lumière cette année. Visite guidée avec Sophie Granet.
Veaux, vaches, cochons, ces animaux de la ferme, beaucoup de citadins ne les ont vus qu'en photo ou à la télévision. Les plus jeunes, notamment, pour eux, le salon de l'agriculture, c'est donc avant tout une leçon de choses, grandeur nature. Moi, j'ai vécu en Tunisie, j'ai vécu avec les animaux, je connais bien qu'est-ce que c'est. Je veux bien transmettre les trucs pour mes enfants aussi. Voir des animaux pour de vrai, pour les 700 000 visiteurs qui ont arpenté les allées du salon, la manifestation c'est aussi l'occasion de goûter aux produits du terroir, comme ces fraises du Vaucluse, les toutes premières de la saison. C'est vrai que la fraise elle a tendance à attirer le client et parce qu'elle est bonne, elle est sucrée et celle de Carpentras, je ne vais pas être chauvin, c'est la meilleure. Une excellence que chacun des exposants revendique. Ici, on présente ce qui se fait de meilleur dans nos régions, avec parfois des innovations comme cette baguette de blé dur élaborée par des chercheurs, des meuniers et des boulangers de l'Aude. La céréale peu utilisée en boulangerie traditionnelle est très répandue en revanche dans le bassin méditerranéen. Le pain de blé dur, ça existe dans le sud de l'Italie, ça existe également dans les pays du bassin méditerranéen, mais jamais sous format de baguette. Ce sont des pains relativement plats, des disques de 3 ou 4 cm d'épaisseur, avec des caractéristiques appréciées, une mie très très jaune et puis une saveur assez caractéristique. Et avec cette baguette croustillante, quoi de mieux qu'un morceau de fromage? Un hall entier est consacré à ce véritable patrimoine culinaire français. Et là encore, aux côtés des grands classiques comme le brie ou le roquefort, quelques nouveautés comme ce brie à Savarin au gingembre qui a séduit ce visiteur marocain. Je suis très intéressé par ce type de fromage, doux, crémeux, sucré. Donc ça, c'est des fromages qui sont adaptés, on va dire, au goût d'un consommateur marocain. Opération séduction également pour les fromages corses. Depuis quelques années, les producteurs de l'île de Beauté se sont lancés dans la quête de l'appellation d'origine protégée. Une AOP qu'aujourd'hui seul le célèbre Bruccio a réussi à décrocher. Et puisque l'on parle de fromage, revenons sur une spécialité typiquement méditerranéenne. Vous connaissez forcément la mozzarella. Son succès ne se dément pas. Partout dans le monde, ce fromage séduit, à tel point que la production est inférieure à la consommation. De quoi attiser la convoitise de la mafia italienne et de divers escrocs qui tentent de mettre la main sur ce marché juteux. La guerre de la mozzarella, c'est un reportage de Renaud Bernard et Giona Messina. Au pays de la mozzarella, la lumière de la Méditerranée se marie au marécage propre à l'Asie. C'est pour cette raison qu'il y a 8 siècles, les bufflones d'Inde se sont parfaitement acclimatés au sud de l'Italie. C'est d'elle qu'on tire le lait qui produit le plus populaire des fromages. Chaque année, on en consomme 60 millions de boules, de 500 grammes chacune. La véritable mozzarella di bufala que l'on reconnaît à sa texture particulière. Le lait est extra frais, livré tous les matins à l'aube. Chauffé à 90 degrés, travaillé à main nue, il devient fromage brassage après brassage. Pour garantir la qualité, une règle, entre la traite des bufflones et le filage de la pâte, il ne faut pas attendre plus de 4 heures. Et c'est sur l'emballage qu'un sceau va venir marquer l'authenticité du fromage. Le voici, une garantie pour son appellation d'origine protégée. C'est la garantie que le produit a subi tous les contrôles. Du producteur de lait aux conditions sanitaires lors de la fabrication. Toutes ces règles parce que la mozzarella est l'un des produits les plus contrefaits au monde à 99%. 3 millions de tonnes sur le marché quand en fait on en produit seulement 30 000 de vrais chaque année. C'est la main de la mafia napolitaine. Pour elle, tout est bon. Dans cette laiterie, par exemple, la police anti-Camorra a démantelé un trafic de mozzarella épaissi avec de la poussière de céramique. Il y a eu aussi l'affaire de la mozzarella bleue, résultat d'une bactérie présente dans les eaux usées qui ont servi à sa confection. Ou encore la mozzarella à la dioxine cancérigène, une quarantaine d'élevages qui faisaient paître leurs bufflones sur des pâturages bon marché des décharges toxiques. Pour se libérer de l'emprise de la mafia, ils ont eu l'idée d'aller chercher au bout du monde leur salut, chez les Sikhs d'Inde, recrutés dans les fromageries, comme dans celle-ci où il n'y a plus aucun salarié italien. L'explication, on la trouve chez Albino Di Flora.
Pour ce jeune éleveur, c'est simple. Avec des employés indiens, la mafia ne peut pas infiltrer son élevage avec des salariés complices. C'est vrai que c'est un secteur qui brasse beaucoup d'argent, beaucoup de ventes et les tentatives d'infiltration sont réelles. Alors nous, on fait tout pour protéger ce marché. Les producteurs de vraie mozzarella savent que leur combat est loin d'être gagné face aux appétits qui menacent leur secteur, condamnés à mener une lutte de tous les jours pour préserver l'authenticité de leur fromage. La mozzarella, un fromage utilisé par de nombreux grands chefs. Des virtuoses du fourneau que l'on retrouve dans le célèbre guide Michelin. L'édition 2014 vient d'être publiée. La Bible des gastronomes recense 27 établissements 3 étoiles. Alors à côté des stars, elle figure également des petits nouveaux aux talents prometteurs. C'est le cas d'un jeune chef d'origine algérienne, Akram Benallal. À 33 ans, il vient de décrocher sa 2e étoile pour son établissement parisien. Son portrait avec Mathieu Boisseau et Philippe May. Il est arrivé en retard ce midi pour le service, mais le chef a une bonne excuse. Merci. Quelques minutes plus tôt, Akram Benallal a reçu sa 2e étoile. Bientôt la 3e. À 32 ans seulement. On s'accueille triomphal. Ah oui, c'est plutôt c'est un bel accueil, c'est une belle reconnaissance, mais surtout voilà d'avoir la reconnaissance de ses pairs aussi, ça c'est ce qui m'a vraiment plus touché. Instant d'euphorie, mais très vite, retour en cuisine dans sa bulle. C'est là qu'Akram Benallal s'exprime et se raconte. Tout simple, hein. Céleri, l'émulsion, grenade, terminé. L'histoire est faite. Avec le petit homard qui a cuit en live. Sa source d'inspiration, son enfance en Algérie. Des saveurs pour une cuisine créative et métissée. C'est un carpaccio de Saint-Jacques, râpé de noyaux d'avocat et huile à l'infusion de noyaux d'avocat. Voilà. En salle, 25 couverts maximum. Pigeon à la truffe, riz de veau pané, riz de veau à la badiane, ou cette bavette angus avec sa déclinaison de carottes. L'addition, entre 45 et 160 €. C'est pas tous les jours qu'on voit des jeunes aussi motivés, aussi talentueux dans ce métier qui est extrêmement exigeant et difficile. Plus qu'un succès, une affaire de famille. En salle, la femme du chef, émue. Malgré l'ascension, elle n'oublie pas les coups durs et la faillite de leur premier restaurant. On se remémore tout ce qu'il y avait derrière et on se dit que voilà, par rapport à beaucoup de choses, c'est aussi une belle revanche. Akram Benallal refuse d'afficher ses étoiles. Le succès, c'est l'assiette, assure-t-il. Difficile de le contredire, son restaurant affiche déjà complet jusqu'au mois prochain. Et la nouvelle édition de Guide Michelin est en vente depuis ce samedi. Qui dit week-end, dit loisir. On poursuit donc ce journal de la Méditerranée avec 3 idées de sortie. Bienvenue en cette période de vacances scolaires en France. Elles vous sont proposées tout de suite par Sophie Granel. Et on commence avec un simulateur sous-marin à Montpellier. Système d'identification des formes de vie activé. Bienvenue à bord de la station Odyssée. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'explorer les fonds marins à la découverte de créatures étranges. À Montpellier, l'aquarium Mare Nostrum propose une aventure assez unique en son genre. Une immersion complète dans le monde du silence grâce à un savant mélange d'images de synthèse et sous-marines. C'est un peu futuriste, j'aime bien. Et ça fait très scientifique, encore plus que dans les autres ateliers. Et ça m'attire beaucoup plus. Mission Odyssée, c'est à vivre tous les jours de 10h à 19h à l'aquarium Mare Nostrum de Montpellier. Une ville, une cité. Autre plongée fantastique dans l'histoire cette fois, celle d'Aigues-Mortes, un court-métrage qui retrace la création au XIIIe siècle de ce port d'où partaient les croisades menées par Saint-Louis en Terre Sainte, vient de sortir en salle. Une centaine de comédiens et de techniciens ont travaillé sur le projet qui allie grand spectacle et réalité historique. À Aigues-Mortes. Il a fallu beaucoup se documenter, donc avec Carlo De Boutini qui est le co-scénariste du film. On a ouvert beaucoup de bouquins, on a beaucoup lu, même si on savait qu'on allait faire un film plutôt à caractère cinématographique, faisait avant tout une fiction historique. Aigues-Mortes, un port pour les croisades à voir tous les jours au cinéma Marcel Pagnol de la Cité Gardoise.
C'est un trésor fabuleux qui est exposé pour la première fois à Rome avant de l'être à Paris. Le trésor de San Gennaro, saint patron de Naples, qui a reçu au fil des siècles des offrandes somptueuses. Une valeur estimée à 700 millions d'euros qui justifie le dispositif de sécurité mis en place autour des bijoux. Cette caisse en verre semble très fine, mais c'est hyper blindé, à l'épreuve des bombes. Caché partout dedans et dessous, il y a des capteurs reliés par le sol à d'autres systèmes de sécurité. Si vous n'avez pas la chance de vous rendre à Rome pour y admirer ces merveilles, le trésor de San Gennaro fera halte à Paris au musée Mayol du 19 mars au 20 juillet. Impressionnant. Restons en Italie pour rejoindre Venise où se tient en ce moment même le traditionnel carnaval. À l'occasion de retenir une image belle et poétique, le vol de l'ange depuis la basilique Saint-Marc. Aux 12 coups de midi, cette jeune étudiante vénitienne de 22 ans, assurée par des cordes métalliques et une grue, s'était lancée du haut du Campanile, 80 mètres au-dessus des quelques 105 000 Italiens et touristes réunis ici pour assister au coup d'envoi des festivités. Venise, qui, au-delà du folklore, attire chaque année des milliers de touristes, parmi eux 2 500 000 Français séduits par la Sérénissime. Retour sur une belle histoire d'amour avec Renaud Bernard et Émilion Guyerne. Un paysage de pierre et d'eau. Une aquarelle d'hiver immuable depuis la fondation de la cité il y a 1500 ans. Venise, une vieille dame dont le visage n'aurait pris aucune ride. Fidèle à elle-même depuis toujours, et qui suscite à chaque fois la même réaction chez ses visiteurs, la fascination. Ça doit être peut-être la seule ville au monde où quand vous allez au musée de l'Accademia, vous voyez des tableaux qui représentent la ville au XVIe siècle, au XVe siècle. Vous voyez cette ville, vous voyez les églises, et vous ressortez, et pour la plupart, pratiquement, vous ressortez dans le même paysage. C'est assez incroyable quand même. Les tableaux du Tintoret plus vrai que nature, comme ici le grand canal à Santa Maria della Salute. Regardez, rien n'a changé. Aimantés par la beauté de la Sérénissime, 25 millions de touristes se rendent chaque année sur la place Saint-Marc. Pas besoin d'aller au musée ni de pénétrer au cœur des palais. Malgré les panneaux publicitaires sur les échafaudages, la ville est une carte postale à elle seule, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est encore plus beau vu des canaux. Ariel a un ami français à Venise, Mathieu. Il est résident ici. Et il a une mascaretta, une barque traditionnelle, une gondole privée. Grâce à Mathieu, bientôt, les 116 canaux de la cité lacustre n'auront plus aucun secret pour Ariel. Tu peux rester des heures à regarder tous les détails. Quand on parlait, la richesse des détails, des ciselés, des hauts-reliefs. C'est sublime. L'hiver, la lumière change tout le temps. C'est tellement beau, quoi. Regarde la couleur de l'eau, là. Elle est... je sais pas, elle est gris-vert. Autant de qualités éblouissantes, mais un énorme défaut. Vouée exclusivement au tourisme, Venise est bon marché pour ses habitants, mais hors de prix pour ses visiteurs. Le principe de la double comptabilité. Dans n'importe quelle ville, si on arrive en touriste et qu'on ne connaît pas les petites combines, on paye tout très cher. Un ticket de Vaporetto à 7 €, c'est quand même considérable. Il y a vraiment un coût de la vie pour les Vénitiens et un coût de la vie pour les touristes. Venise de toutes les manières. Philippe Plisson la parcourt avec son catamaran. Il est peintre de marine. Il vient réaliser des photos pour un livre qui célébrera la beauté de la ville. Avec les Dolomites enneigées en fond, de jour comme de nuit, au sec ou inondé par la marée les jours d'Aqua Alta. Le photographe se définit comme un pêcheur d'images, pour une Venise inédite, comme lorsqu'il nous conduit jusqu'à un campanile qui n'a rien à envier à la tour de Pise. Ce campanile, on se demande comment il tient. C'est celui qui a le plus gros coup de gîte de toute la lagune. C'est pas possible de tout voir, c'est pas possible, il y a trop de choses. Et puis avec la lumière, tout change. Venise qui évolue selon les heures, selon les mois.
Ça n'est pas pour rien si l'un de ses plus célèbres fils y a trouvé l'inspiration. C'est ici, à Venise, qu'Antonio Vivaldi a composé ses célèbres 4 saisons. Et j'ajoute que les Français représentent tout de même 10% du nombre de touristes qui investissent la Sérénissime chaque année. Ils sont également les premiers propriétaires de résidences secondaires à Venise. C'est plutôt inattendu. Inattendu comme les créations originales des plus grands couturiers. Après New York, Londres et Milan, la Fashion Week a débuté cette semaine à Paris. Éric Tibuche, couturier corse, a présenté sa collection printemps-été 2014 chez lui à Porto Vecchio. De quoi être très fier. On l'écoute. C'est que du bonheur. C'est un truc, ça n'a pas de mots. Venir défiler chez soi, montrer son travail dans son île, enfin pour moi c'est mon pays la Corse, avec toute la famille qui est dans la salle, tous les amis d'enfance, parce que ce sera que des gens que je connais en fait. Je suis peut-être même plus impressionné qu'à Paris, mais serein. Et parmi ces créations très remarquées, découvrez ces tenues de mariée confectionnées avec du corail de Bonifacio. Vous le voyez, le tissu se fait plutôt rare, ça ne doit pas être très pratique pour un mariage. Alors que ce soit dans la haute couture, le prêt-à-porter ou encore les arts, les jeunes créateurs corses sont nombreux. Leur point commun, une passion dévorante et une créativité sans pareil. Voyez cette série de portraits signés Ingrid Gallou et Thierry Guépin. Arrivée à Sarri d'Orcino pour Brigitte Mattei. Depuis 10 ans, la couturière tente d'imposer ses robes haute couture depuis son village, malgré la crise et la mondialisation. Le mariage, un secteur encore épargné. C'est la robe de princesse. C'est vraiment le côté, voilà, le côté tulle, le côté décolleté, bustier, le laçage dans le dos aussi, c'est très important. Voilà, il y a des petits clichés comme ça qui restent. Du sur-mesure pour des pièces uniques créées à partir de matières nobles. Dentelle de Calais, tulle d'Italie, soie française, Brigitte importe tout mais fabrique ici, dans son atelier. Des robes vendues entre 1000 et 4500 €. Le mariage est toujours à la mode. Il y a à peu près 1000 mariages en Corse par an. Moi je pense qu'on se mariera toujours. Les couples économisent pendant 2 ans, 3 ans pour se payer vraiment le mariage qu'ils veulent. La clientèle est là, mais la Corse n'est pas Monaco et les budgets pas si extensibles. Alors la créatrice prospecte au-delà de l'île, via Facebook, son site internet ou des publications dans la presse. Brigitte Mattei se bat pour imposer un savoir-faire corse dans un marché ultra concurrentiel. Autre femme, autre symbole et nouveau défi. Carole Ceccaldi a choisi de s'attaquer à la tête de mort. Avec sa marque Suira, elle fait revivre le t-shirt de son enfance. J'ai le cliché du t-shirt qu'on a tous eu avec la tête de mort et Liberta écrit en gros Corsica ou le nom du village. Et en fait, je trouvais ça marrant, voilà, de réadapter un peu, de revisiter le principe du t-shirt de l'été, quoi. Du slogan Liberta, elle pense Liberty et habille ses têtes de mort du célèbre tissu fleuri. Mais Corse oblige, avec des plantes endémiques, fleurs de clémentinier, de cyste ou d'asphodèle. Elle en tire une collection capsule présentée quelques jours dans une boutique. Le succès est immédiat, 200 modèles écoulés en 72 heures, 1000 à ce jour. C'est pas une revendication, c'est plus une appartenance en fait. C'est plus, on appartient tous, effectivement, ou en tout cas, on partage avec tous les peuples cette volonté d'appartenir à une terre, de se reconnaître. Donc c'est un moyen de l'afficher, mais de façon apolitique pour le coup, et juste graphique finalement. Son parti pris, importer ses sweatshirts de Los Angeles et imprimer ses logos ici selon un procédé gardé secret. La bonne équation pour conserver la souplesse et la flexibilité de ces toutes petites collections. Identitaires ou pas, mais surtout non marchandes, elles ont fleuri dans toute la ville. Des fresques rock, colorées ou poétiques, à messages anodins ou pas. L'art en face, dans la rue, sur les murs, éphémère et gratuit, et des styles aussi différents que les artistes sont nombreux. 5, 6 ou 7, peut-être plus, on les retrouve au clair de lune devant l'espace concert du Casone. Un rendez-vous de dernière minute car avec eux tout est question d'improvisation, de spontanéité. C'est la création décomplexée sur le jeu. On pense pas aux galeries, on pense pas à la vente, on pense pas à l'académisme, on pense à rien en fait, on s'amuse, c'est tout. C'est sympa parce qu'en principe un artiste est souvent tout seul face à sa toile et là non,
c'est un collectif. Se retrouver ensemble, c'est le leitmotiv de la petite troupe. Mais derrière le plaisir collectif, il y a aussi celui du partage. Faire descendre l'art dans la rue, apporter tous, bref, le démocratiser. Quand on est un artiste, on ne pense pas que forcément à faire de l'argent avec ses œuvres, et que même si on essaye d'en vivre, il y a toute une partie qui est vraiment une joie de partager, voilà, avec le public. Loin, très loin des enchères stratosphériques d'art moderne, ces artistes ont pris le parti d'un art gratuit, en libre service. Pour cela, Mario Sepulcre a quitté l'intimité calfeutrée des églises où il œuvre habituellement pour une surface plus underground. Un choix revendiqué. Dans les églises, on travaille pour un public qui va ensuite contempler les églises, qui va utiliser ce décor pour la prière. Et dans la rue, on travaille aussi pour les gens qui vont contempler nos œuvres. Ça va les faire réfléchir, méditer peut-être, en tout cas apporter de la beauté dans le quotidien. Le street art n'est pas nouveau. Il existe même depuis bien longtemps. Au XVe siècle, Florence, en Italie, s'est couverte de fresques peintes à même les murs. Des œuvres de maîtres visibles encore de nos jours. Une tradition méditerranéenne perpétuée aujourd'hui à Ajaccio. Lui aussi était un artiste sans pareil. Le guitariste espagnol Paco de Lucia a succombé à une crise cardiaque à 66 ans. Connu dans le monde entier pour sa virtuosité, il était également célèbre pour avoir su renouveler le flamenco. Le sens du rythme, Paco de Lucia l'avait dans la peau. Il restera pour beaucoup le plus grand musicien espagnol du XXe siècle. Son parcours avec Frédéric Maillard. Il était le Jimi Hendrix andalou, l'un des dieux de la six cordes, de la guitare flamenca. Paco de Lucia ne savait ni lire ni écrire la musique. Il aura converti la planète au culte de cet art du pauvre, comme il aimait l'appeler, le flamenco. C'est le génie du flamenco. C'est la référence pour tous les guitaristes. C'est le dieu de la guitare. C'est le dieu de la guitare. Le petit Paco grandit au rythme de la guitare. Son père, ouvrier dans les usines, joue le soir dans les auberges. Il a 9 ans quand il quitte l'école de son village andalou et commence à gratter sa guitare 10 heures par jour. Il adopte le prénom de sa mère, Lucia, comme pseudonyme. Lors de sa première tournée aux États-Unis, il n'a que 14 ans. C'est le début de ses 80 concerts autour du monde avec sa guitare. La dextérité et la force qui m'animent quand je joue viennent de mon désir d'être aimé. Le flamenco est un art de vivre, un langage. Un mélange de culture juive et gitane mûri dans les rues d'Andalousie. Paco de Lucia aura su le mélanger sans le dénaturer au jazz d'Aldi Meola et John McLaughlin. Paco de Lucia est mort à 66 ans, sa guitare à la main, sur une plage du Mexique. C'est la fin de ce magazine. Prochain rendez-vous dans 15 jours. Une émission consacrée aux élections municipales en France sera en effet diffusée la semaine prochaine. On se quitte en musique, toujours avec le tube planétaire Happy de Pharrell Williams, un titre régulièrement utilisé ces derniers mois pour promouvoir différentes grandes villes. Marseille ne déroge pas à la règle. C'est le réalisateur Lascaux qui s'est lancé ce défi. La finalité de ce clip, c'est montrer Marseille avec des Marseillais dans des lieux marseillais, montrer que les gens s'éclatent sur le son de Pharrell. Et voilà, après je mets ma petite patte Lascaux avec mon 100% GoPro. Je vais essayer de faire vraiment quelque chose d'extraordinaire, avec de la vitesse, on va pas s'ennuyer. On se quitte nous avec notre clip fait maison sur Marseille. Très bon week-end et soyez heureux.